Japon fait-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Je m'appelle Sabrina et je vous invite à découvrir des histoires d'horreur et d'épouvante, du passé et du présent, tout droit venus du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode et j'espère qu'il vous plaira autant que les précédents. Un grand merci pour vos retours. Sachez que je prends toujours le temps de lire vos commentaires et vos messages. Et croyez-moi, c'est une énorme source de motivation. Bienvenue aussi aux nouveaux auditeurs. Vous êtes maintenant plus de 3000 followers, rien que sur Spotify. Alors merci. Et pour ceux qui écoutent souvent, sans être encore abonnés, et oui, je sais que vous êtes nombreux, je vous vois, pensez à le faire. C'est gratuit, ça ne prend qu'une seconde et ça m'aide vraiment à faire grandir le podcast. Plus vous êtes nombreux à suivre et à commenter, plus il sera mis en avant. Alors merci d'avance pour votre soutien. Bien, il est temps de passer à notre histoire du soir. Pour les fans de manga et d'anime japonais, il est difficile de passer à côté du phénomène Jujutsu Kaisen et du personnage de Sukuna. Mais saviez-vous que ce nom ne vient pas juste de cet anime? En réalité, il résonne dans les légendes japonaises depuis des siècles. Dans cet épisode, je vais vous raconter les origines de Ryomen Sukuna et vous plonger dans une étrange légende urbaine partagée sur 2chan. Épisode 46. Ryomen Sukuna. Ryomen Sukuna apparaît pour la première fois dans un texte ancien appelé le Nihon Shoki, qui aurait été publié au 8e siècle à l'époque de Nara. Le Nihon Shoki, c'est un recueil de légendes anciennes du Japon, et d'après ce texte, il existait une personne du nom de Sukuna. Il y est décrit comme une créature monstrueuse avec 2 visages et 4 bras, vivant dans la région de Hida, l'actuel Gifu. Il était connu pour sa force surhumaine et ses capacités incroyables. Dans ce recueil, Sukuna est présenté comme un méchant à combattre, mais son rôle est en fait assez flou. Si on regarde certaines légendes locales de la région de Gifu, où Sukuna aurait vécu, il est plutôt vu comme un héros qui s'opposait aux dirigeants de l'époque. D'ailleurs, il existe un temple dans la région qui s'appelle Senkoji. Ce temple aurait été fondé par Sukuna lui-même il y a environ 1600 ans. Et dans ce temple, il y a une statue en bois à son effigie. Et encore aujourd'hui, il y est vénéré comme un héros de l'époque de Hida. Au final, on n'a que des fragments de sa légende. Mais comme souvent, un méchant pour certains peut devenir un héros pour d'autres. C'est probablement ce qui s'est passé avec Sukuna. Avançons jusqu'au temps moderne. Ryomen Sukuna a trouvé une nouvelle vie dans la culture populaire. Dans l'anime Jujutsu Kaisen, il est présenté comme une puissante malédiction, une entité incroyablement forte qui inspire à la fois peur et respect. Pour ceux qui ont suivi l'anime de plus près, qu'en pensez-vous? Sukuna vous paraît-il aussi captivant qu'il est dangereux? Ce qui est sûr, c'est que cette version moderne de Ryomen Sukuna a permis de faire connaître ce personnage mythique à un public beaucoup plus large. Mais en réalité, bien avant que l'anime ne fasse parler de lui, Sukuna avait déjà attiré l'attention des amateurs de Kaidan. Une légende urbaine a été publiée en 2005, encore une fois sur 2chan. L'histoire raconte l'expérience d'un homme travaillant dans l'industrie de la construction. Appelons-le Ichi pour simplifier. Un jour, Ichi et d'autres ouvriers devaient démolir un vieux temple dans la préfecture d'Iwate. Pendant qu'il travaillait, l'un de ses collègues lui dit « Hey, viens ici une minute !» Quand Ichi arriva,
il trouva une longue boîte en bois noirci. Elle semblait être dans une pièce fermée à l'arrière de la salle principale. La boîte mesurait environ 2 mètres de long. Elle avait l'air assez vieille et le bois semblait pourri. Il y avait aussi un morceau de papier blanc collé à l'avant avec quelque chose écrit dessus. Il était évident que cela avait été écrit il y a longtemps. Bien que le papier était abîmé, il réussit à lire. Taisho, juillet. Avec la magie X, nous avons scellé Ryomen Sukuna dans... Cela disait quelque chose dans ce genre. Et sachez que Taisho est le nom d'une époque au Japon autour du début du XXe siècle. La boîte en bois était clouée, alors il était impossible de l'ouvrir. Pour le moment, personne n'avait la moindre idée de ce que c'était, mais ils décidèrent simplement d'en parler plus tard avec l'ancien moine du temple, donc ils laissèrent la boîte sur place. Le lendemain, avant d'arriver sur le chantier de démolition, Ichi reçut un appel du maître d'œuvre, qui lui dit « Cette boîte en bois, vous savez, le moine a dit « ne l'ouvrez pas ». Ichi décida d'appeler le chef de chantier au sujet de cette boîte, juste au cas où. Quand il réussit à le joindre par téléphone, il commença en disant « Ah, je vous appelle au sujet de la boîte d'hier, vous vous souvenez, celle en bois ?» Mais le chef de chantier le coupa en plein milieu et dit « Ah, cette boîte! Vous savez, il y a ces 2 étudiants chinois que vous employez comme intérimaires. Eh bien, ils l'ont ouverte et... bref, c'est... Venez vite. » Quand il arriva, un groupe de 5 ou 6 personnes était rassemblé autour des 2 étudiants chinois. Ils étaient assis devant l'endroit où la boîte avait été entreposée, dans un état de désespoir. Le chef de chantier expliqua « J'ai entendu dire que ce gars, avec son ami, a ouvert la boîte hier soir juste pour s'amuser. Le problème, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voulez aller voir ?» Pour faire court, il y avait ce qui ressemblait à une momie humaine, avec les 2 mains dans une posture de boxeur, comme une pose de combat. La seule chose, c'était que la momie avait 2 têtes et 4 bras. Plus précisément, elle avait 2 têtes, 2 bras de chaque côté et 2 jambes. Ichi avait déjà vu des images de personnes avec des conditions médicales similaires, donc il pensa que c'était peut-être une personne ayant cette condition ou une fausse momie. Le chef de chantier ajouta « Je ne sais pas s'ils ont été choqués ou quoi, mais ces 2-là ne disent plus rien. » Les étudiants chinois étaient des étrangers qui étudiaient le japonais, donc ils pouvaient normalement bien parler la langue. Mais peu importe à quel point on leur posait des questions, ils restaient hébétés. Finalement, les 2 étudiants furent emmenés à l'hôpital en voiture. Pendant ce temps, nous discutions de la manière de contacter la police lorsque l'ancien moine arriva dans une voiture conduite par son fils. La première chose qu'il dit immédiatement après avoir ouvert la portière fut « L'avez-vous ouverte ? Imbécile, si vous l'avez fait, c'est fini !» Nous fûmes tous un peu choqués par son comportement, mais ensuite le moine commença à crier après son fils. « Tu avais dit que tu transporterais Ryomen Sukuna-sama au temple de Kyoto, mais tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas? Idiot !» Il était si furieux qu'il était difficile de croire qu'il s'agissait d'un homme dans les 80 ans. Puis le moine s'adressa à nous tous. « Qui a ouvert la boîte? Où sont-ils? À l'hôpital ? Je doute qu'ils survivent, mais je vais purifier chacun d'entre vous ici. » Honnêtement, nous étions tous effrayés, mais nous n'avions pas le choix. Nous avons donc suivi une sorte de rituel pour être purifiés, ce qui a duré environ 30 minutes. Après le rituel, l'ancien moine chargea la boîte dans la voiture et dit « Je suis désolé pour vous, vous ne vivrez pas longtemps. » Après cela, l'un des 2 étudiants chinois mourut à l'hôpital d'une crise cardiaque, dont les médecins ne purent déterminer la cause. Le 2e fut transféré dans un hôpital psychiatrique. 3 ouvriers de la démolition tombèrent malades avec une forte fièvre mystérieuse. Et Ichi lui-même dut recevoir 5 points de suture après avoir marché sur un clou. Ichi essaya de contacter plusieurs fois l'ancien moine pour en savoir plus, mais ses messages furent toujours ignorés. Cependant, il avait échangé ses coordonnées avec le fils du moine et finit par réussir à lui parler au téléphone.
Le fils était très réticent et déclara qu'il ne pouvait pas tout révéler. Mais il partagea quelques détails sur ce qui s'était passé. D'abord, Ichi apprit que la momie était en fait une personne déformée qui avait été exposée dans un spectacle de monstres à l'époque Taisho. Cette personne était née dans un état de fusion congénitale, avec 2 têtes et 4 bras, et avait été vendue à un spectacle ambulant par ses propres parents. Mais comment cette personne était-elle devenue Ryomen Sukuna? Il semblait que cela avait à voir avec un culte existant à l'époque. Le fils du moine refusa de révéler le nom de ce culte, mais il mentionna que le leader s'appelait Mononobe Tengoku. Ce type était décrit comme le mal à l'état pur, faisant un tas de choses horribles. Pour créer Ryomen Sukuna, Mononobe Tengoku utilisa une méthode appelée Kodoku. Cela désigne un rituel de malédiction où plusieurs insectes vénéneux sont enfermés dans un pot. Et après qu'ils se soient entretués, l'insecte survivant est utilisé pour jeter une malédiction. Mononobe Tengoku appliqua cette méthode non pas avec des insectes, mais avec plusieurs humains déformés. Ils furent enfermés dans une pièce secrète souterraine et laissés sans nourriture. Le dernier survivant fut cette personne devenue momie. Après sa mort par inanition, son corps fut momifié pour être utilisé comme instrument de malédiction. C'est ainsi que Ryomen Sukuna fut créé. Il est alors vénéré comme l'incarnation même de la malédiction par les membres de ce culte. Ce qui est surprenant, c'est que l'objectif de la malédiction n'est pas une personne en particulier, mais une nation entière. En fait, il y a eu plusieurs catastrophes naturelles au Japon à l'époque Taisho, comme des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des explosions et des accidents ferroviaires. Toutes ces tragédies se passèrent près des succursales de ce culte. Autrement dit, près des endroits où Ryomen Sukuna aurait pu être déplacé de l'un à l'autre. La pire catastrophe fut le grand tremblement de terre du Kanto en 1923, qui tua plus de 100 000 personnes. Le jour avant cette tragédie, Mononobe Tengoku se suicida devant Ryomen Sukuna dans le Kanto, laissant une note disant « Le Japon doit périr ». À la fin de leur conversation, Ichi posa une dernière question au fils du moine. « Où est Ryomen Sukuna maintenant ?» Le fils répondit « Je ne sais pas. Je veux dire, je n'ai pas réussi à contacter mon père depuis quelques jours. » Ichi insista. « Que voulez-vous dire ? Et vous avez dit que vous ne pouviez pas tout révéler, mais pourquoi m'avoir raconté autant de choses ?» Le fils répondit « Eh bien, mon père vous l'a dit à l'époque, vous ne vivrez pas longtemps. Alors, je me sentais juste désolé pour vous. » Oshimai. J'espère que cette histoire vous a plu. Pour ma part, elle m'a donné envie de replonger dans l'anime et d'enfin découvrir la suite. Car sans vous mentir, j'ai juste regardé les premiers épisodes et je me suis arrêtée. Pas par manque d'intérêt, mais de temps. Sinon, je trouve que c'est un personnage très intéressant. Il est décrit comme un démon, comme une créature monstrueuse, mais aussi comme un protecteur. Ce personnage est vraiment fascinant par toutes ses facettes qui changent selon l'époque, l'endroit ou la manière dont on raconte son histoire. Tantôt destructeur, tantôt protecteur, héros ou démon. Je comprends qu'on en fasse un héros d'animé, il y a vraiment de quoi faire. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous appris des choses grâce à cet épisode ? Dites-moi tout en commentaire ou sur le serveur Discord. Sur ce, je vais vous laisser. Il se fait tard, il est déjà minuit passé et ma voix là commence à s'éteindre. Ça commence à devenir difficile. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.
すると亀がすべった石尾の正